Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect, et aujourd'hui je suis ravi de recevoir Stella Diamant pour ce 32e épisode. Bonjour Stella. Bonjour Xavier, enchanté. Enchanté. Avant de te poser la question traditionnelle qui est celle de te présenter, je vais simplement dire pourquoi tu es dans ce podcast. Deux raisons. Je vais remercier Gilles Deleval qui était dans l'épisode où elle présentait son application pour toutes les associations qui s'appelle Uningo. C'est elle qui nous a mis en contact, donc merci Julie. Et donc pour ton projet qui est le Madagascar Whale Shark Project, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est bon, ouais. Voilà. Et qui à travers lequel au fait tu fais de la recherche sur la faune marine et plus précisément le requin-baleine. C'est bien ça. Tu travailles aussi à la préservation de ces animaux, et alors tu travailles aussi sur une partie éducative pour la population locale. Ouais, c'est correct, voilà. C'est ça. En gros. En gros, mais tu nous expliqueras ça davantage après. Donc, avant de nous expliquer tout ça, Stella, présente-toi. Oui, donc je m'appelle Stella, j'ai 32 ans, je suis belge. J'ai étudié en Angleterre pour mes études, donc j'ai fait biologie et puis un master en conservation, donc ce qui est la préservation des espèces. Et puis après ma licence, je suis partie à Madagascar pour la première fois, où ça a un peu changé ma vie. J'ai été très touchée par la simplicité et la gentillesse des gens, et en même temps un peu désespérée par l'état des choses, surtout au niveau environnemental là-bas. Et je voulais, en tant que personne, je voulais être impliquée là-dedans et revenir dans un deuxième temps, en tant que vrai scientifique adulte, et monter un projet. Donc ça me tournait un peu dans la tête pendant longtemps, et je savais pas trop quoi faire. Et puis je suis retournée à Madagascar en 2014. C'est là que j'ai vu un requin-baleine pour la première fois. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et à la suite de cette expérience, je me suis un peu renseignée sur place, et rien n'était fait. Il n'y avait aucun travaux en cours. Et pourtant, c'est une espèce menacée, et on n'était même pas au courant que l'espèce était présente à Madagascar. Donc c'est un peu comme ça que l'idée m'est venue, et ça a pris quand même un an de mettre tout ça sur pied. Il fallait se renseigner, trouver des financements, et surtout collaborer avec des gens qui avaient un peu plus d'expérience que moi à l'époque. Et puis voilà, depuis 2016, je fais ça au début un peu à mi-temps, et maintenant c'est devenu une fondation enregistrée en Belgique. Plutôt un gros projet que je continue à gérer. Écoute, parfait. Et quand tu dis... parce que là, tu dis on ne savait même pas qu'il y avait des requins-baleines là-bas. C'est quoi? Tu es tombé dessus comme ça à un moment donné? Tu faisais une plongée, et puis, ou bien les gens savaient que dans ce spot-là, il y en avait, et donc les touristes allaient les voir? Ou comment ça s'est passé? Comment tu es tombé sur... J'étais là comme touriste sur une île qui s'appelle Nosy Be, où je travaille maintenant, qui est une île touristique un peu paradisiaque, mais où il y a des spots de plongée, mais voilà, il y a des baleines qui passent, donc il y a un peu cet écotourisme autour des animaux marins, et de temps en temps il y avait des requins-baleines, mais il y avait pas vraiment d'études en cours qui faisaient des recensements, donc c'était juste les locaux et les quelques expats plongeurs là-bas qui disaient des fois on voit des requins-baleines, mais à l'époque on me disait il y en a 10. C'est tous les mêmes, on les connaît. Et maintenant, à la suite de nos études, on sait qu'il y en a 413. Ah oui, quand même. Donc comme quoi la science est quand même assez utile pour... C'est un bon recensement, ça. Ouais. Donc c'était plus... On en chope 403 de plus. Ouais. Donc on savait qu'il y en avait qui passaient par là, mais il n'y avait pas d'études en cours. Ok. Et... Oui, parce qu'en fait, il y en a un peu partout. Moi, j'y connais rien. Donc, si je dis des bêtises, tu me corriges. Mais il me semble qu'on en voit aussi dans les fjords, etc. En Norvège, c'est possible qu'on voit des requins-baleines dans les fjords? Non, ça c'est peut-être des orques. Ah. Mais les requins-baleines, ils sont que dans les tropiques. Que dans les tropiques, ouais. Ah oui, ok. Mais il y en a au Mexique, en Tanzanie, aux Philippines, en Australie. C'est un peu cette zone-là. Et pourquoi l'espèce est menacée, au fait? Alors, il y a plusieurs raisons. Oui, en fait, les océans sont plus trop
un refuge pour les animaux actuellement. Oui, Donc il y a énormément de pollution, surtout de la pollution plastique qui flotte en surface. Donc pour des animaux filtreurs comme le requin-baleine ou les raies mantas ou les baleines, dès qu'ils se nourrissent, en fait, ils avalent du plastique directement qui les étouffe souvent. Donc il y a déjà ça. Puis il y a beaucoup de surpêche et de pêche accidentelle. Donc même les grands filets. Voilà, les grands filets qui font plus de 4-5 km en mer. Des fois, il y a des requins-baleines dedans. Et vu que c'est tellement gros comme animal, souvent, ils ne les sortent pas. Et puis, à côté de ça, il y a une énorme demande pour les ailerons de requin en Asie, qui sont encore très prisés, malgré que c'est illégal au niveau international. Il y a encore ce commerce-là qui est très vivant. Et surtout dans des pays un peu sous-développés, ça paye bien, on va dire, pour les gens là-bas. Donc, même s'ils ont une prise accessoire, ils vont quand même la garder de côté et essayer de la revendre après pour les ailerons. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est collision avec les bateaux. Donc, c'est pas des petits. Voilà, animaux, donc ça peut être les petits bateaux artisanaux au large de Madagascar, et ça peut être aussi des hélices plus grandes qui peuvent vraiment couper la nageoire ou le corps d'un requin. Et puis il y a les énormes bateaux, les pétroliers, tout ça en mer qui ont quand même pas mal d'impact sur des animaux comme ça. Oui, c'est ça, quoi. Et tu disais un animal filtreur comme la raie mantaise. C'est quoi les spécificités de cet animal, au fait alors maintenant je me trompe quand même, moi j'ai l'impression que ça vit hyper vieux, que c'est normalement ça devrait vivre hyper vieux, que c'est un animal qui remonte il y a très longtemps dans l'histoire de la planète. Explique-nous un petit peu et aussi pourquoi c'est important de préserver. Alors oui, toutes les espèces ont évidemment ont de l'importance et le droit d'être préservées, mais le requin-baleine plus particulièrement, vu que c'est ton domaine, c'est ton expertise. C'est un animal fabuleux. Hein. Moi, je continue à être impressionnée. Et voilà, on connaît très peu de beaucoup d'animaux, mais même si on a l'impression qu'on connaît beaucoup, il y a encore énormément de choses à apprendre, surtout sur les animaux marins qui font d'énormes migrations. Enfin, c'est valable pour plein d'autres espèces qu'on trouve dans la mer. Mais le requin-baleine en particulier, oui, c'est une espèce qui grandit très très lentement, et c'est aussi une des causes de son déclin. Ils prennent environ 30 ans pour atteindre la maturité sexuelle. Donc ce que nous on voit à Madagascar, c'est encore des ados qui viennent spécifiquement pour se nourrir et pour grandir. Et donc déjà juste pour survivre 30 ans en mer avec tout ce que j'ai décrit auparavant, c'est un peu compliqué. C'est ça, ouais. Et puis ils peuvent plonger à au moins 2000 mètres. Donc là actuellement il y a des études avec des balises et tout ça qui permettent de collecter ces données-là, mais on pense qu'ils peuvent aller plus profond, on n'a juste pas la technologie. Oui, ça s'écrase, la balise, elle dépasse. Voilà, il y a trop de compression, il y a plein de limitations technologiques en fait, qui font qu'on ne peut pas les suivre. Et en même temps, c'est des animaux on ne sait pas où ils mettent bas, on ne sait pas où ils se reproduisent, on sait qu'il n'y a qu'une espèce à travers le monde, donc il y a plein d'endroits comme je l'ai décrit, mais ils sont tous, ils ont tous le même ADN, donc il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a une seule espèce, au fait. Ah oui, c'est fou ça. Mais bon, probablement c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes requins entre Madagascar et les Philippines, mais il y a quand même un certain transfert de gènes, donc de ce qu'on a compris, entre les multiples collaborations, il y aurait tous les. Oui, c'est ça, ouais. Une fois par génération, il y aurait une femelle qui traverserait un autre bassin océanique et elle se reproduirait. Donc ça permettrait à l'espèce de continuer à survivre au niveau global. Mais c'est impressionnant parce que c'est des animaux qui peuvent, d'après les études récentes, c'est que des modélisations parce qu'on n'a jamais pu suivre un requin-baleine sur 150 ans, mais ça pourrait vivre jusqu'à cet âge-là, quoi. Ah oui, donc c'est quand même... et c'est des animaux qui ont survécu aux dinosaures, qui sont là depuis très très longtemps. Les requins-baleines, exactement, je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, la famille de requins, ouais. Ok, donc il nous précède de bien longtemps. Oui. Voilà. Et donc, oui, mais on espère aussi que, pas qu'il nous survivra, parce que j'ai pas envie qu'on disparaisse nous non plus, mais en tout cas qu'on puisse continuer à vivre côte à côte bien longtemps. Oui, pour revenir sur ta question que j'ai pas adressée, pourquoi les protéger ? Je pense déjà qu'on a un vrai devoir de tout faire pour que ces animaux continuent à survivre déjà du point de vue écologique, parce que des animaux filtreurs permettent de réguler des écosystèmes et donc les stocks et donc les poissons, et ce qui fait qu'on peut manger du poisson en fait.
Et puis, il y a tout un autre aspect sur lequel je me concentre beaucoup, qui est voilà, les communautés sur place et comment elles peuvent continuer à bénéficier de la présence de ces requins. Parce qu'en fait, même si idéalement, ce serait génial qu'il y ait des aires marines protégées gigantesques où les requins peuvent vivre en liberté et pas être dérangés, actuellement, ou bien c'est du braconnage, ou bien c'est du tourisme. Oui. Enfin, il faut que ces animaux en fait rapportent de l'argent aux communautés, parce que sinon, voilà, on va les tuer pour leur nageoire, ou bien enfin, il y aura une autre manière de bénéficier de leur présence, et malheureusement, c'est un peu comme ça que les gens sur place pensent. Et il faut, enfin, pour moi, c'est toujours en cours et c'est difficile, mais il faut arriver à se mettre à ce niveau-là pour comprendre comment, sur la durée, on peut tout faire pour que ces animaux continuent à survivre, mais vraiment en cohésion avec les communautés, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est impossible de créer des sanctuaires, et puis de toute façon, ils ont toujours vécu avec aussi. Donc, Ouais. Et donc, tu me dis, oui, cette rencontre avec cet animal, mais le déclencheur, le fait de passer à l'action et de te dire, voilà, là, moi, j'y vais, je fais une fondation, etc., c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment cette rencontre, ou est-ce qu'il y a il y a une maturation ou Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup sur d'autres projets et d'autres organisations avant, beaucoup à l'étranger, sur le terrain, dans des conditions difficiles, sur des projets un peu similaires, où j'étais à chaque fois frustrée que on fait de la recherche scientifique, mais ça s'arrête là, en fait. Et donc, c'est très chouette au niveau humain d'être sur le terrain, dans des endroits reculés, avec des gens qui partagent cette passion pour le vivant et les animaux, mais à la fin, on analyse des données, on publie des données, et puis voilà, il se passe rien derrière. Peut-être ces données vont servir à changer des lois, mais en fait, les communautés sur place en bénéficient pas du tout. Et moi, je devenais un peu frustrée avec ça, surtout parce qu'il y a une vraie envie, un vrai intérêt de leur côté de se renseigner, d'en savoir plus. Et surtout, c'est des gens qui ont toujours vécu là, qui connaissent beaucoup mieux que nous les animaux, qui ont une vraie connaissance de toutes les espèces, des bruits. Donc je voulais un peu créer quelque chose d'un peu plus visionnaire, plus inclusif, qui permettait d'inclure les gens, en fait. Et je trouvais pas vraiment quelque chose qui faisait ça. Et il y a plusieurs projets, mais c'est souvent des énormes projets qui ont 20 ans, où voilà, ils ont beaucoup de financement. Et donc, petit à petit, ils ont des partenaires. Mais bon, voilà. J'avais 26 ans, j'avais pas le niveau ou l'expertise pour rentrer dans des trucs comme ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je le ferais pas? C'était un peu un stade de ma vie où je voulais autre chose aussi. Où je voulais un peu tester si c'était possible en fait, mais j'avais jamais prévu que ça deviendrait ce que c'est maintenant. C'était beaucoup de boulot et beaucoup de collaboration et de chance aussi, je pense, mais au départ c'était pas du tout l'idée, c'était juste je vais faire une étude sur 1 an pour voir combien de requins-baleines il y a, et j'ai envoyé des mails à beaucoup de personnes dans le monde des requins-baleines, et on n'a pas spécialement aidé au début pour plein de raisons. Dans ce monde-là, il faut beaucoup de publications et d'expériences spécifiques dans tel domaine, et ce que j'avais pas du tout. Mais je me suis dit, je vais apprendre comme pour tout, et c'est tout à fait possible en fait. Donc j'avais un peu envie d'aller contre ce système-là, et puis surtout, il y avait beaucoup d'envie sur place de collaborer, et voilà, oui, c'était plusieurs choses en même temps. Okay, je sais pas si ça répond à la question. Si, oui, si. C'est bien la preuve que tu as ta place sur le podcast, parce que les personnes comme toi, on les appelle les influacteurs et les influactrices. C'est des personnes qui, par leurs actions, influencent les choses, influencent la société, ou en tout cas positivement le monde dans lequel on vit. Et c'est clair que ça fait partie du package, c'est des gens qui se bougent. Et c'est clair que tu disais, voilà, j'avais peut-être pas le niveau, ou bien il fallait faire ceci ou faire cela, et donc du coup, je l'ai fait. Mais top, et c'est vraiment allez, moi je suis content de t'avoir sur le podcast, parce que c'est un super projet, quoi. C'est un superbe projet. Merci. Qui avec plaisir, et qui en plus, tu le dis, seul, il faut le porter, quoi. Donc c'est enfin, chapeau, bravo en tout cas. Je sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu plus. Bon, alors il y a le recensement, mais concrètement, est-ce qu'il y a d'autres résultats que le recensement? Est-ce qu'il y a, avec la population locale, qu'est-ce que tu mets en place au niveau éducation? Enfin, explique-nous un peu l'objet vraiment j'ai envie de dire pas le quotidien, parce que voilà, mais explique-nous un peu la fondation.
Donc il y a beaucoup à dire, je vais essayer d'être brève. Donc le premier pilier, en fait, c'est vraiment research, donc c'est la recherche scientifique. Et le but de nos recherches sur place, c'était de comprendre un peu la population, la structure de la population, en gros combien de requins il y a, quelle taille ils font, quel âge ils ont, est-ce que c'est les mêmes qui reviennent chaque année. Toutes ces données-là, en fait, on n'avait pas du tout accès à ça. Et si on n'a pas ce type de données, on appelle ça baseline data en anglais, si on n'a pas accès à ça, c'est très difficile après de faire du plaidoyer ou de pousser pour qu'il y ait des actions concrètes sur place, parce qu'en fait, on n'a juste pas de données, quoi. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle, sur place à Madagascar, il y avait strictement rien en place pour les requins, parce que, surtout les requins-baleines, parce que tant qu'il n'y a pas de données sur lesquelles s'appuyer, on peut rien faire. Donc ça, on a commencé en 2015, avant même que moi, je puisse aller sur place on a formé les opérateurs sur place qui sortent en mer régulièrement avec des touristes, surtout des plongeurs, et donc on collecte des données en apnée. Donc entre les plongées ou bien lors des sorties snorkeling, et c'est des données standardisées, donc c'est toujours le même type de photo. Il faut prendre une photo du côté gauche de l'animal, et vu que tous les requins-baleines ont des points, ils ont tous des points différents en fait. C'est comme une empreinte digitale, donc il suffit que la photo ou la vidéo soit, il faut un minimum de qualité, mais après nous derrière on peut ressortir des données et savoir quel requin c'est, est-ce qu'on l'a déjà vu, combien de fois on l'a déjà vu, depuis quand il est là. Donc juste avec ça, maintenant on est à 413 requins identifiés, ce qui est hyper chouette, sachant qu'au début on pensait qu'il y en avait zéro, enfin il n'y avait pas de données là-dessus, et c'est en fait une des zones les plus importantes de l'océan Indien maintenant. Donc ça c'est un peu la première chose qu'on fait. On fait ça surtout grâce à des bénévoles. Okay. Donc chaque année on a un programme de bénévolat où les gens peuvent s'inscrire pour plusieurs semaines. On a des profs de 45 ans, on a des infirmières, c'est le but que ce soit de nouveau hyper inclusif et ouvert à tous. Il faut juste savoir nager et pas être malade en mer. Mais voilà. Oui, c'est ça. Après on donne toute la formation. Donc ça, c'est un peu la première chose qu'on fait chaque année pendant la saison des requins-baleines de septembre à décembre. Après, il y a toute une autre partie éducation qu'on a mis en place depuis 2018 qui en fait était un peu un copier-coller d'une autre association au Mozambique partenaire. Qui m'a aidé à adapter ce programme à Madagascar. Et eux, ils ont un programme qui fonctionne depuis plusieurs années où ils ont des animateurs locaux qui forment, qui rémunèrent et qui vont dans les écoles sur 20 semaines. Et il y a un programme sur 20 sessions sur l'écosystème, sur l'importance des espèces, sur qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel. Donc ça, c'est actif depuis 2018. On a maintenant plus de 1200 bénéficiaires grâce à ce programme. Donc on a 16 classes. Il y a aussi des activités ludiques sur la plage ouvertes à tous. Enfin, il y a plein de déclinaisons du programme d'éducation. Et puis le troisième pilier, c'est un peu plus abstrait en français, je crois, mais c'est vraiment un peu tout ce qui est plaidoyer. Donc on utilise ces données pour après soutenir le développement d'aires marines protégées, par exemple, ou de former les opérateurs touristiques à l'utilisation de la charte. Donc c'est en gros une série de règles qu'il faut adopter pour pas déranger les animaux lors des interactions. Donc c'est toutes des choses qu'on essaye de mettre en place grâce à nos données et qui font que le tourisme peut se développer de manière plus pérenne, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment les règles pour vivre en symbiose, mais de pouvoir continuer à les observer sans les déranger, c'est ça, quoi, entre autres. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, top. Et oui, c'est grâce aux recherches que tu sais que c'est des ados, quoi, qui viennent se marrer un petit peu dans le coin, un peu grandir, etc. Ok. Et oui, ça rend le travail d'autant plus important parce qu'en fait, si ces animaux n'arrivent pas à l'âge adulte, il n'y aura pas de reproduction et de recrutement, on appelle ça. Donc il faut qu'ils soient vraiment respectés quand ils sont en train de s'alimenter, qui est la raison pour laquelle ils viennent à Nosy Be. Donc même si c'est génial qu'il y ait le tourisme, c'est vraiment un argument en leur faveur. On a sorti une publication récemment où on a estimé à travers 488 interviews avec des touristes, on a estimé à travers des calculs et tout ça la valeur économique en fait de ce tourisme-là, et ça ramène vraiment énormément d'argent au pays. Donc il faut que ça continue à marcher, quoi. Ouais, j'imagine mais tout en respectant ces animaux. Là, j'imagine qu'avec avec ce qu'on est en train de vivre avec coronavirus et tout ça, le tourisme, c'est un petit peu mort pour le moment. Ouais, c'est complètement à l'arrêt, en fait, le tourisme international. Il y a du tourisme domestique, donc des gens de Madagascar qui viennent là-bas, mais oui, ça a été assez rude et surtout, il n'y a pas de chômage technique ou de choses comme ça là-bas, donc les gens sont vraiment à la rue avec des familles à nourrir. Et voilà, d'après mes sources sur place, on sait que le braconnage a doublé. Il y a plein de choses pas très drôles qui se passent, mais simplement parce que les gens n'ont pas le choix. Ils doivent survivre, oui, c'est ça, quoi.
Ouais, purée. C'est le revers de la médaille, quoi. C'est clair que quand tu sais que c'est toujours compliqué, quoi, parce qu'en même temps, il y a plein de personnes qui se disent, ok, c'est bon, avec le corona, on voyage moins, c'est entre guillemets meilleur pour la planète, et puis on voit que il y a quand même des dommages collatéraux aussi. C'est compliqué hein, de savoir comment se positionner par rapport à tout ça. Enfin bref, on n'est pas là pour aller sur ce terrain-là parce que on pourrait en parler beaucoup. Ouais. Oui, c'est ça va être compliqué. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Enfin, t'as bien compris que je parlais pas de financier. Hein. Ouais, non, ça m'apporte beaucoup de choses. Je sais pas, moi j'ai toujours été animée par ce besoin d'avoir un impact. Ça me porte beaucoup de me dire que je participe à quelque chose de plus grand. Et surtout au niveau de la biodiversité, je pense qu'il y a énormément à faire. Et c'est extrêmement frustrant et dommage qu'il y a tellement de gens qui ont des belles idées, qui ont plein d'ambitions, plein de visions, et souvent pour des problèmes de financement ou d'accès à l'éducation, plein de limitations font que ces projets ne voient jamais le jour. Donc moi, j'essaye un peu, d'un côté, d'avoir un impact et de me dire, au moins, j'aurais pu initier ou faciliter le développement d'un projet qui a du sens pour la planète, en fait. Et puis de l'autre côté, j'essaye, à mon niveau, de motiver des gens à se positionner, quoi, à initier des choses et surtout des gens de mon âge qui ont des idées. Mais je crois qu'on a toujours cette idée un peu... je pense qu'elle est plus trop adaptée aujourd'hui, mais on veut vivre de notre passion et donc il faut que ça rapporte. Et si ça rapporte pas, en fait, on peut pas le faire. Et je crois qu'il y a encore toutes ces structures un peu archaïques, quoi, qui font que ça limite beaucoup de gens à se lancer. Mais en même temps, on peut bosser mi-temps, on peut bosser de chez soi. Il y a plein de manières de se réinventer et d'avoir un impact, je pense. Donc, en tout cas, moi, j'essaye de vivre comme ça maintenant. C'est pas toujours simple. Non, mais c'est clair qu'il y a toujours à boire et à manger. Hein. Il y a des situations qui sont vécues, qui sont très compliquées. Et puis on voit que finalement, on aura appris que c'est possible de travailler de chez soi. Alors, c'est pas très... Il y en a plein qui se sont rendus compte que c'était pas très gai, ça c'est sûr. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, un mix intéressant. Et c'est vrai que dans une typologie de travail comme tu l'as décrit, oui, c'est sans doute une des solutions. Parce que je suppose que dans ce genre de fondation et tout, oui, tu parlais du financement. Si c'est pour chasser du financement 85% de son temps et finalement ne pouvoir se consacrer aux choses que 15%, c'est pas non plus ce pourquoi tu t'es lancé, j'imagine. Moi, j'entends beaucoup dans les fondations, enfin, on le voit, moi j'ai travaillé avec des ONG, etc., d'un point de vue professionnel de l'autre côté, pas du côté podcast évidemment, et je vois bien que ça devient des usines à gaz pour choper du financement, et c'est un truc de fou. Donc c'est vrai que... Oui, complètement. Mais en même temps, est-ce qu'on est obligé d'en vivre, d'avoir un salaire comme on aurait sur un autre job pour faire des choses qui nous font rêver? En fait, je sais pas. Je pense que oui, idéalement, ce serait génial. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire ou que c'est pas compatible. Moi, de mon côté, ça fait plusieurs années, un peu moins les années d'avant, mais depuis le corona, beaucoup plus. Et avant aussi, au début, j'ai combiné avec des autres boulots qui me plaisent peut-être moins ou qui m'accompagnent, quoi, dans le développement de ce projet. Et même à titre personnel, c'est hyper enrichissant. Et ça permet d'avoir des autres idées, de rencontrer des autres personnes et de continuer à grandir. Parce qu'à la fin, c'est une des vraies limitations, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de soutien et de petites bourses et de choses en place pour se lancer, mais après on est seul, quoi. Après il faut d'un coup recruter, il faut créer une entité juridique, il faut avoir un avocat, il y a plein de choses que j'avais pas du tout cernées, que j'ai dû apprendre, mais il y a aucun accompagnement parce que je suis pas dans une structure, je travaille pas pour quelqu'un, je suis pas étudiante, donc c'est assez impressionnant, mais ça reste faisable et je pense qu'il faut beaucoup moins se limiter à des, comme je disais, à des structures un peu auxquelles on a été habitué. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avoir un boulot sur le côté pour pouvoir financer d'autres choses, etc. On est beaucoup. Enfin, moi, je suis pas du tout dans ce cas, mais par exemple ici pour le podcast, c'est purement bénévole évidemment. C'est pour faire découvrir des personnes. C'est contaminer de manière positive les gens, les auditeurs, etc. Mais c'est vrai que je vais jamais vivre de ce podcast. C'est parce que j'ai un travail à côté que je peux me permettre de le faire, tu vois. Mais ça te porte et ça te remplit. Mais ça me porte. Et c'est exactement ça quand même
pour revenir à ta question, je pense ça, c'est vraiment l'origine et il faut conserver ça. Et oui, moi de mon côté, c'est le fait d'avoir un impact. Et puis, il y a vraiment tout le côté hyper simple d'être dans l'eau avec des requins. C'est vraiment un retour à notre condition d'humain où on pense plus à rien. Et pour ça, l'apnée, ça m'a énormément apporté d'être juste dans le présent, en fait. Et, tu t'es mis à l'apnée, tu plonges plus avec des bouteilles. Enfin, je sais pas si tu as plongé avec des bouteilles. Oui, avant, au début, mais depuis que j'ai découvert l'apnée, c'est un peu devenu une deuxième nature et je me retrouve tellement là-dedans parce que voilà, on vient de l'eau, en fait. Et en même temps, c'est des vraies remises en question où on est obligé d'être présent, surtout avec les animaux, d'être connecté, d'être alerte. Et c'est des émotions qu'on connaît plus, en fait, parce qu'on est tout le temps dans la prévision, dans le stress. Et ça fait beaucoup de bien d'être... ça a l'air, en tout cas. Ouais, d'être sur le terrain, d'être que ce soit en mer, que ce soit... Enfin, dès qu'on est en mer, on est tout le temps... admiratif de tout ce qu'on voit, on ne sait pas prédire ce qu'on va voir, c'est tout le temps une surprise. Et il y a quelque chose de... Ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, ça, de me rendre compte qu'il n'y a pas tout qui tourne autour de moi, comme on donne l'impression ici, que c'est vraiment... on est des humains dans une nature beaucoup plus grande, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et de me remettre là-dedans, je trouve ça sain. Oui, non, mais tout à fait. C'est vrai que... la manière dont tu le décris, ça donne envie, tu vois. On dit, tiens... Je recommande, ouais. Voilà, tu recommandes. La nage en apnée, enfin la plongée en apnée avec les requins-baleines, tu recommandes. Oui, après, il y a plusieurs déclinaisons. Non, bien sûr. Ça fait quand même un petit temps maintenant, tu disais toi-même. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Ou quel conseil tu te donnerais, tiens? Bonne question. Fais-toi des potes avocats. Non, mais je me suis toujours mis beaucoup de pression que ça marche, que ça réussisse, enfin avec tout en fait. Hein. Mais je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est arrivé à ce que c'est. Mais il faut arrêter de se mettre une pression comme ça parce que surtout au niveau horaire de travail, j'ai travaillé vraiment des week-ends et des soirées et ça m'a un peu crevée. Et quand le confinement est arrivé, je pense qu'il n'y aurait pas eu de confinement, j'aurais fait un joli burn-out. Et ça, c'est une des choses qu'on oublie, en fait. Et on me le dit tout le temps, c'est trop bien de vivre de sa passion et de travailler sur un sujet passion, mais il y a quand même un danger qu'il n'y ait rien d'autre. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment... c'est tellement grisant de se rendre compte qu'on a un impact. Et quand il y a comme ça un vrai moteur d'avoir un impact et voilà, on contacte quelqu'un qui dit attends, je vais t'aider, enfin tout se met tellement facilement une fois qu'on a un peu une notoriété, une expertise. Des fois, je dois encore maintenant vraiment me dire non, en fait. Non, ça peut attendre, ou les mails peuvent attendre et ouais, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais en regardant en arrière, j'aurais pu être beaucoup plus cool aussi. Et ça aurait peut-être été mieux sur la durée. Oui, sûrement. Mais comme tu le dis, sans cette pression, le projet ne serait pas abouti là où il est actuellement. Par contre, petite question, je me dis, tiens, est-ce que par rapport au fait de se mettre la pression, le fait de faire de l'apnée, etc., ça t'a aidé à un peu relativiser? Ouais. Okay. Énormément. Je m'y suis mis vraiment de manière un peu... sportive avec le confinement, enfin juste avant, quand je suis revenue en Belgique début 2020, parce que normalement je suis toujours un peu ici, mais pas beaucoup, et là j'ai dû un peu m'installer depuis presque 2 ans, et donc j'ai trouvé un club ici, et c'est vraiment une des choses qui me maintient, je veux pas dire en vie, mais qui me fait beaucoup de bien, parce qu'il y a ce vrai lâcher-prise, quoi. C'est ça, oui. Et moi j'ai du mal, en fait, je suis tout le temps à me dire c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je pourrais faire en plus, et j'adore tout ce qui est collaboration, partenariat, sortir out of the box, quoi. Penser à des choses un peu moins évidentes, mais qui marchent aussi. Et beaucoup de nos partenaires et nos financements sont des trucs pas du tout évidents. On a même une marque de chaussettes qui fait des chaussettes de requin-baleine. Et c'est des trucs complètement... pas du tout typiques. Oui, c'est ça, c'est tout à fait atypique, effectivement. Mais en fait, c'est trop chouette. Et c'est souvent des autres gens qui sont aussi dans la même démarche un peu d'entrepreneuriat. Et donc, il y a plein d'affinités et ça marche toujours très bien, mais... ouais, donc il faut un peu se calmer là-dessus. Ok, non, c'est intéressant parce qu'en même temps, tu as répondu
à mon autre question qui était si tu avais pour tenir, etc., des petits trucs, des astuces, des routines. Donc l'apnée en fait partie. Ouais. Voilà. Il y a d'autres choses qui t'aident justement parce que tu parlais de ouais, j'aurais été droit dans le mur, etc. Il y a d'autres choses qui. Ben, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment dû faire un travail là-dessus. Assez poussé sur ok, je dois pas me mettre autant la pression et il y a des choses que je bosse dessus ou pas, donc il y a quand même il y a eu un travail derrière pour arriver un peu à être plus cool. Après oui, le sport en général, je trouve que tout le monde doit faire du sport, ou sortir dehors ou respirer l'air en forêt, faire des trucs comme ça, moi ça me fait trop du bien. Et puis pas parler du projet. Ça c'est vraiment un truc, que ce soit éteindre son téléphone ou juste voir des amis où on parle pas de ça, c'est chouette aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, quand on est embarqué dans un projet, on en parle tout le temps. Et puis en plus, un projet comme le tien, qui est quelque chose de totalement, allez, tu parlais out of the box, atypique, etc., ben, tu rencontres pas à tous les coins de rue quelqu'un qui s'occupe de faire des recherches, de préserver, et éduquer et tout autour du requin-baleine. Du coup, ben, dans un repas, j'imagine que fatalement, on t'en parle très vite et voilà, quoi, t'es embarqué là-dedans direct. Ça. Ouais, ça c'est toujours un peu, ça intrigue beaucoup et donc il faut en parler à des moments où on n'a pas envie d'en parler et des fois j'essaye de couper, de me dire bah voilà, ce soir j'en parle pas, ou enfin je trouve que c'est vraiment un peu. Non, mais c'est difficile hein, parce que ça peut aussi vite, tu peux, allez, on se parle franchement. Moi, je serais à ta place, je me dis, mais j'ai pas envie d'en parler, mais on va me prendre pour un gros con, quoi, de pas avoir envie d'en parler, tu vois, alors que c'est tout à fait légitime. Donc c'est un peu une double culpabilité, quoi. Du coup, tu te dis, merde, c'est pas cool, je devrais, ils sont intéressés, et puis je comprends. Enfin, c'est tout le temps ça, et il y a vraiment ce truc, je sais pas trop comment le décrire, mais il y a ça beaucoup, je crois, enfin, peut-être dans l'entrepreneuriat en général, mais surtout dans tout ce qui est protection de l'environnement, écologie et tout ça, c'est qu'on a un peu c'est tout le temps cette pression de il faut que j'en parle parce que peut-être je peux convaincre quelqu'un, ou peut-être ça peut déboucher sur quelque chose, et donc en fait on n'arrête pas, et des fois ça vaut la peine, et des fois c'est souvent dans des trucs hyper informels où on rencontre des gens qui ont un lien avec ça et qui accrochent, et c'est dans des situations pas du tout officielles où les liens se font plus facilement, je crois, mais en même temps voilà, des fois il faut juste parler de choses simples et bêtes, et ça fait du bien, quoi. Oui, mais c'est vrai, mais tout à fait, mais bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que c'est difficile. Je comprends tout à fait. Enfin, je peux tout à fait imaginer que ça puisse être source de conflits internes en tout cas, et de génération de générer du stress, quoi. Quelles sont les personnes ou les modèles qui t'ont inspiré? Parce que tu t'es lancé là-dedans, tu disais au départ, bah oui, tu as étudié la biologie et puis un master en préservation de l'environnement. Conservation, ouais. Je me trompe toujours entre préservation et conservation. Tu as eu des modèles ou des personnes qui... Moi, j'ai étudié en Angleterre, et ça a été une super chouette expérience, surtout pour mon master qui était vraiment condensé en un an, et c'était hyper intense. Tous les midis, il y avait des séminaires avec des profs d'Oxford qui avaient lancé des super projets sur les loups. Enfin, c'était hyper motivant, quoi, de se dire il y a toutes ces choses-là qui se passent, et donc c'était très motivant, et je me disais il y a plein de choses à faire. Après, moi j'ai vraiment eu un déclic à 16 ans quand j'ai vu le film d'Al Gore sur le changement climatique. Ça m'a fort dérangée, fort interpellée. Je me suis dit c'est pas possible que je passe à côté, et à l'époque c'était vraiment on n'en parlait pas des changements climatiques, et donc à la suite de ça j'ai je sais pas même pas comment, mais j'ai vu une émission sur Nicolas Hulot et je l'ai trouvé trop chouette, et je sais pas si on dit en français abordable, mais très approachable. Ouais. Et je me suis dit je vais lui écrire et je vais lui demander de venir faire une conférence à mon école, et il a accepté, et donc il est venu. Et sympa. Ouais, et j'ai trouvé ça super chouette, et il a fait un discours sur les températures vont monter. Enfin, c'est des trucs que tout le monde connaît maintenant, mais avant on était tous tétanisés, et puis il a dit à la fin c'est à vous les jeunes, quoi, de faire quelque chose. Et il y a eu comme ça tous ces petits coups de pouce sur mon chemin qui vont renforcer il faut faire quelque chose, en fait. C'est même plus une question de est-ce que je suis capable ou pas, c'est juste il faut, même si ça marche pas, mais je m'en voudrais d'avoir pas fait quelque chose. Donc ouais, il y a beaucoup de ça. Après, dans toute cette sphère-là, surtout en France et en Angleterre, je trouve qu'il y a beaucoup de gens hyper inspirants. Il y a David Attenborough qui est mon grand héros, qui est
un présentateur anglophone qui a fait tous ces grands docus sur la nature, Our Planet, tout ça. Je sais pas si tu connais, mais... Non, pas du tout. C'est pour ça que tu vois mais, que ma tête... ouais. Je te fais oui de la tête avec un air dubitatif, mais c'est parce que je dis oui, sûrement, mais apparemment, ça manque à ma culture. Non, mais c'est juste des documentaires animaliers, mais c'est tellement beau et ça me redonne chaque fois la motivation de me battre pour ça, quoi. Et puis, plus récemment, il y a un réalisateur français qui s'appelle Cyril Dion, que je ne sais pas si tu connais, qui avait fait le film Demain, qui est sorti il y a quelques années. Oui, Ouais. si, bien sûr. Oui. Mais il a écrit plusieurs bouquins, dont un bouquin en particulier où il parle beaucoup de, justement, notre responsabilité, le fait de trouver des arrangements peut-être pas hyper conventionnels, mais pour continuer à être impliqué. Et ça m'avait aussi beaucoup renforcé dans cette voie-là. Et j'ai vu en avant-première il y a quelques semaines un film Animal qui va sortir en décembre. Et voilà, il faut que tout le monde le voit parce que c'est vraiment... c'est hyper important ce qui se passe maintenant. Et comme on discutait avant, c'est pas juste... il faut se battre pour l'écologie ou pas. C'est plutôt... il faut arrêter d'avoir du jugement en fait envers les uns les autres. Et on est tous ensemble dans cette situation compliquée plateau, oui. Et il y a des choses, voilà, il faut beaucoup d'entraide et beaucoup d'esprit d'équipe et ce film met ça très bien en valeur et donc lui je trouve que c'est vraiment une belle personne qui parle très bien de tout ça. Mais c'est vrai que, enfin, maintenant je ne sais pas dans quel sens va ce film, mais je remarque que les films qui sont plutôt positifs, donc en disant voilà ce qu'on peut faire, voilà, par rapport à ceux qui sont et regardez ce qu'on fait de mal et on est tous coupables, enfin ça a un impact beaucoup plus positif que ceux qui chargent. Je sais pas si Animals est dans ce cas-là ou pas, mais on a tous vu des films et on en parlait avec Julie à un moment donné. On disait mais oui quoi, enfin qu'est-ce qu'on fait et tu décris tout brûle, mais voilà, et qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Je dois prendre 2 douches en moins par jour. Allez, par semaine, il faut arrêter. Tu vois, à un moment donné, concrètement, qu'est-ce qu'on peut, quelles sont les solutions, tu vois, et allons-y. Mais ne me décris pas des trucs catastrophiques. Et puis, voilà. Et puis après, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tandis que ceux qui parlent de solutions, qui vont sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est beaucoup plus engageant parce que tu dis OK, go, come on, on peut y aller, quoi. Ou se dire que chacun aussi peut faire quelque chose. Non, j'ai 2 trucs à dire. Oui, je suis d'accord. Après, ce genre de film positif, je trouve que c'est très vite moralisateur. Genre, si vous mangez pas de poisson, voilà. Et oui, non, mais donc voilà, il y a quand même Non, mais c'est justement ça, le truc moralisateur. Moi, autour de moi, je me rends compte que ça prend pas trop. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est hyper délicat en fait. Et Cyril le disait lui-même, j'ai pas la réponse en fait de comment on fait. Et lui, dans ce film, c'est justement très intéressant parce qu'il montre des gens qui participent pas. Il montre des lobbies européens. Enfin, il y a plein de choses très perturbantes et pas du tout belles. Et en même temps, il y a des gens hyper inspirants. Et en fait, c'est ça qui se passe maintenant. Et c'est pas que quelqu'un a raison et quelqu'un n'a pas raison. C'est juste, il y a des gens plus ou moins impliqués. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut vraiment jouer. Et c'est ça qui on peut soutenir, quoi. Enfin, Oui. Et surtout, je crois qu'il y a toute cette recherche assez personnelle. Et je pense que, moi, j'ai l'impression que je suis maintenant dans le bon, quoi, que je fais quelque chose qui me convient, parce qu'il y a tout ça aussi. Même c'est ça, tu as raison, oui, c'est vrai. Même si on est hyper passionné par un truc, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on peut vraiment contribuer? Parce qu'il y a des gens qui ont des talents différents, et des gens qui sont bons dans certaines choses et dans d'autres choses. Et donc, je pense qu'il y a tout ce jeu-là aussi il faut utiliser ses forces pour contribuer à je suis tout à fait quelque chose qui a du sens. Et ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être, je sais pas, même sur des jobs qu'on dirait a priori ça sert à rien, mais en fait si, parce que voilà, si une association peut communiquer d'une meilleure manière grâce à quelqu'un qui est spécialiste en communication, c'est quand même quelque chose d'hyper utile pour l'association. Donc c'est plein de métiers, et je crois que c'est un peu mon call to action aujourd'hui, et c'est là-dessus avec Julie on se rejoint beaucoup. Je pense que tout le monde doit faire du bénévolat, que ce soit ou bien trouver un sens dans son métier un peu plus large, et peut-être aider quelques associations à côté, ou bien ça doit pas spécialement être financier, mais chacun a une force et a des talents, et il faut réussir à
trouver c'est vrai. où Chacun les peut faire sa quoi. part. Ouais. Et toi, tu as ton aventure et ta fondation. Mais il y a le background aussi. Tu es biologiste. On n'est pas, enfin, tu vois, d'autres personnes, elles sont pas bien. Elles sont, comme tu dis, c'est peut-être un mec qui a une agence web et qui va se dire, moi, je vais consacrer une partie de mon temps à aider des assos à faire des super sites pour pouvoir avoir une visibilité qui cartonne. Ou je sais pas, un prof qui va sensibiliser sa classe, mais de manière positive. On a tous quelque chose à donner, tous quelque chose à faire. Mais comme tu disais, il faut arrêter de se juger. Il faut arrêter les jugements. C'est vrai que ça, c'est insupportable. Surtout, ça prend du temps. Et c'est des arguments frustrants et déprimants. Et maintenant, dès que ça arrive, moi, je dis, on n'a plus le temps pour ça, en fait. Parce que pour savoir qui a raison, on a perdu 2 heures, alors que pendant 2 heures, on aurait pu trouver des solutions ou des partenariats. Ça me fait penser quand je travaillais pour une boîte il y a longtemps maintenant. Et à un moment donné, on faisait une réunion. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est pour expliquer le principe. On était, je crois, 15 autour de la table à discuter d'un truc pour savoir si on le faisait ou si on le faisait pas. Et je crois que le truc, c'était l'équivalent de 50 euros ou de 75 euros. Il y avait 15 personnes autour de la table qui étaient toutes payées avec un salaire, des gens, membres de direction. À un moment donné, je me suis dit, mais les gars, je vais dire, cette réunion, rien que le fait d'envoyer le mail, on a perdu les 50 euros. Enfin, ça n'a aucun intérêt de faire cette réunion. On perd son temps, quoi. On était 15 personnes, ça fait 15 heures. Ça fait 2 jours de temps plein qui ont été pris pour statuer sur un truc à 50 balles. Tu dis, à un moment donné, il faut arrêter de se chatouiller pour se faire rire, quoi. Donc, non, mais c'est un truc typique de citadin, hein, j'ai vraiment l'impression, parce que dès qu'on est en brousse et tout ça... il y a que qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, il y a ça ou il y a ça, enfin il y a pas du tout cette liberté qui est vraiment un luxe, en fait, je pense, de choisir et de prendre le temps et de décider, de s'engueuler. Moi je trouve qu'il faut un peu couper tout ça. Et pour revenir à ta question sur les livres, maintenant je repense à un livre qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui s'appelle The Lean Startup. Je sais plus par qui, mais qui rejoint un peu ce qu'on disait avant. Je le mettrai sous le... Mais en gros, la conclusion de tout ce livre, c'est arrêter de vous prendre la tête sur quoi faire, commencer, même si c'est pas fini, pas prêt, parce qu'on a aussi toujours cette pression, il faut que tout soit parfait, fini, nickel, pour que les gens puissent commencer à adhérer. Mais en fait, le temps qu'on arrive à ce résultat-là, on aurait pu se planter 20-30 fois, et c'est justement le feedback des autres. C'est ça. Et puis apprendre exactement le feedback, apprendre, reconstruire, défaire, apprendre, mais c'est le feedback qui est super important. Et c'est ça qui est parfois très compliqué à aller chercher, c'est le feedback. Et c'est vrai que de faire, au fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça qu'on veut mettre aussi en évidence dans ce podcast, c'est les personnes qu'on invite, elles font. Et chacune à leur niveau. Alors il y a parfois des choses... dingue, il y a parfois des choses qui sont au fait ça fonctionne, enfin, et c'est vraiment ça qui est important, comme tu le dis. Et c'est vrai que Lean Startup, c'est un chouette bouquin, c'est vrai que... Mais même concrètement, quoi, si quelqu'un a une idée, au lieu de prendre 6 mois à faire, je sais pas, une proposition et trouver des partenaires et des trucs, commencez, genre là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, même si ça ressemble à rien, ou si c'est, je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir un logo et un site et des statuts, on peut faire plein de trucs tu peux me tester, hein. Voilà, et souvent on se rend compte que non, c'est pas du tout ça, en fait. Mais heureusement qu'on a fait tout ce travail avant pour remettre en question et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est... absolument, tout à fait. On arrive tout doucement à la fin. Donc oui, une citation qui t'inspire. Il y en a une, mais je sais plus comment elle sonne exactement, mais c'est un truc genre, si c'était facile, ça aurait déjà été fait. Ah oui, c'est ça. Celle-là... Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ouais. C'est ça, c'est Mark Twain, ça. Ouais, celle-là, j'aime beaucoup parce que... Et c'est tellement vrai, parce que toutes les choses faciles ont déjà été faites, je pense. Ou bien pas faites de la bonne manière, mais... C'est vrai. Ouais. C'est vrai que sûrement, j'imagine très bien... la fondation, là où tu en es maintenant et tout, tu dis toi-même, tu t'es mis la pression, tu as bossé, et si tu avais su à l'avance ce que ça allait demander, sans le reward que tu as après de te dire, voilà, je contribue, tu ne te serais peut-être même pas lancé, au fait. C'est possible. Oui, c'est clair. Il y a plein de choses. À chaque fois qu'on lance une boîte ou qu'on lance une activité, on se dit, mais purée, quelques mois plus tard, dans quoi est-ce que je me suis engagé ? Et effectivement... Mais en même temps, c'est quand même vraiment une aventure humaine. Et même si par moments c'est compliqué et c'est difficile, ce qui rend
Ouais, le chemin tellement riche, c'est vraiment les gens, parce qu'on a maintenant une très chouette communauté. On a des bénévoles qui reviennent chaque année. On a des gens qui ont adopté des requins, voilà, en hommage à quelqu'un. Enfin, il y a plein. Ah, vous leur donnez des noms? Ouais, ils ont tous des noms. C'est vrai, Ouais. 413 noms. Ouais, excellent. j'ai plus facile à les retenir comme ça qu'avec leur code. Oui, leur tâche. Enfin, Non, ils ont des codes, enfin, des numéros en fait. Oui, bien sûr, Et, j'imagine. ouais. Et donc il y a plein de gens qui s'impliquent de manière différente et que ça devient vraiment des ambassadeurs. Et en fait, à la fin, je crois que c'est ça la richesse du projet, au-delà de l'impact qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui vraiment se remettent vraiment en question et découvrent la mer et découvrent les animaux et sont complètement chamboulés et ils sont très heureux après d'avoir vécu ça. Et ça, c'est quand même très chouette à vivre, quoi. Ah oui, j'imagine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être... Ouais, ça doit faire quelque chose en tout cas. Je pense que t'es pas la même personne avant, après. C'est le genre de rencontre qui doit quand même bien choquer. Et c'est vrai que j'ai vu quelques photos. C'est immense comme animal. C'est un truc de fou. Il y a des photos où tu plonges, puis d'autres personnes, et tu te dis, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et en même temps, c'est tellement gentil. En fait, il y a absolument rien à craindre. C'est juste de nouveau des projections et des trucs qu'on a dans la tête. Et Oui, mais je me doute bien que si c'était... Oui, ben non, bien sûr, en plus, c'est comme tu dis, c'est des filtreurs, donc c'est quoi? Normalement, c'est du plancton qui... Ouais. C'est ça, oui. Ouais. Donc malheureusement, le plastique, évidemment. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que les choses s'arrangent pour Madagascar en général, mais ça, je sais pas comment ça va se passer. Et malheureusement, quand on travaille dans des pays comme ça, on est toujours un peu sujet, voilà, que ce soit une pandémie, une élection, le coronavirus, il y a toujours quelque chose au tournant, quoi. Donc ça, c'est un peu... Je sais pas si tu peux contrôler ça. Je pense pas. C'est pas sous ton contrôle. Hein. Là, je vais tout de suite te dire, arrête de te mettre la pression, toutes ces choses-là ne sont pas sous ton contrôle. Après, on est à un stade un peu difficile avec le projet parce que moi, personnellement, ça fait presque 2 ans que j'ai pas pu y retourner. Ah oui. Donc je continue à analyser les données, à travailler d'ici. J'ai délégué une grande partie de tout ce qui est programme éducatif. Donc ce mois-ci, on a pu recruter grâce à une bourse qu'on n'a pas pu utiliser initialement pour la recherche, qu'on a transférée. Maintenant, on a pu recruter une deuxième personne pour le programme d'éducation. Donc il y a quand même des chouettes choses qui se mettent en place, mais... vu qu'il n'y a pas de tourisme, en gros, on n'a pas de rentrée financière. C'était un peu notre modèle économique qui marchait très bien jusqu'à la pandémie. C'était qu'on ne dépendait pas de bourses ou de gros financements, mais en fait d'une rentrée régulière de touristes. Et ça contribuait à ce projet de manière un peu collective. On n'a plus du tout ça. Donc oui, c'est un peu tout qui est un peu en pause. Et du coup, moi, je travaille de nouveau beaucoup dessus. Mais j'ai besoin d'aide. Et c'est même pas tellement financièrement. Idéalement, oui, je voudrais recruter 2-3 personnes pour l'admin et déjà pour me décharger de ça. Et surtout, c'est des choses que je gère, que j'ai appris, mais que je gère pas spécialement facilement. Si on peut lancer un appel, à la limite, on peut le faire. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire? Tu parles d'admin. Il y a plein de manières de contribuer. Vous pouvez faire un don. Ouais, il y a Unigo, c'est ça. La plateforme de Julie. Donc la plateforme, toi, tu as un projet soutenu par la plateforme. Enfin, tu es sur Unigo, quoi. Ouais, on a donc 3 projets. Donc on a projet éducatif, projet recherche et projet conservation. Donc vous pouvez choisir quel projet vous voulez soutenir. Après, on a des formats un peu plus fun, notamment adopter un requin-baleine déjà nommé. Et vous recevez des nouvelles. Et, par exemple, cette année même, en y étant pas, j'ai quand même reçu des photos des opérateurs sur place. Et il y a des requins qu'on n'a pas vus depuis 3 ans, 4 ans, mais qui sont revenus cette année. Donc je peux dire à leurs parents adoptifs qui sont toujours vivants. Et c'est une chouette manière de contribuer. Excellent. Ouais. Et puis après, en termes plus concrets, oui, s'il y a des gens avec de l'expertise en communication ou des gens qui sont bilingues français-anglais, ça particulièrement maintenant j'en ai besoin. Mais je pense à un truc. On a eu sur le podcast ici Maxime van der Meerschen de Give Actions. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Give Actions ou pas. Non. Au fait, on parle justement de ces initiatives qui sortent de l'ordinaire et eux, au fait, ils font...
tu peux changer le monde depuis ton canapé, au fait, entre guillemets. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que la publicité était intrusive, que finalement, quand ta vidéo ou ton truc est coupé par une pub, au fait, tu as envie de détester la marque qui coupe ton truc, quoi. Et ils ont fait une plateforme sur laquelle tu choisis d'aller regarder 2 pubs par jour. C'est toi qui les regardes. Comme ça, ils peuvent tracer aussi que les gens ont vraiment regardé. Il y a un quiz sur lequel ils répondent. Et au fait, donc, ils collectent de l'argent grâce à ça. C'est du pay-per-click. Ouais. Mais tu soutiens en tant que... C'est là que tu peux changer le monde depuis ton canapé. Tu peux choisir une association que tu... Ah ouais, trop bien. Que tu soutiens. Et donc, y a tu peux planter des arbres ou tu peux faire des repas, tu vois, cotiser pour des repas pour les sans-abri. Enfin, ils ont plusieurs projets comme ça. Mais c'est clair que d'office, il faut... Je vais vous mettre en contact parce que ça peut être super... Enfin, en fait, ça a tout son sens. Il y a l'éducatif, il y a la préservation, il y a la recherche. Donc, ça va tout... En plus, c'est une équipe de jeunes hyper dynamique. Ils commencent à bien percer. Ils ont maintenant un partenariat avec la RT. Enfin, ça évolue bien, quoi. Quand je les ai reçus sur le podcast il y a quelques mois... Et maintenant, je crois qu'ils ont fait un partnership. Ils ont déjà aidé pour plus de 2 millions d'euros. Enfin, les personnes qui sont sur leur canapé et qui regardent les pubs ont déjà généré plus de 2 millions d'euros de dons. Donc, c'est sympa, quoi. Tu vois, c'est toute une communauté. Moi, j'ai l'application et régulièrement, je regarde une petite pub et je réponds aux questions. Et voilà, tu contribues et c'est pas... Oui, carrément. Ouais. Je vais leur en parler. Qu'est-ce que je vais dire ? Oui, et j'aimerais bien aussi créer davantage de partenariats avec des boîtes, avec des projets sur lesquels il y a un peu la même vision, la même envie d'avoir un impact. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc je suis ouverte à tout ça, à discuter. Mais il y a sûrement moyen. Moi, je suis persuadé qu'ici, en écoutant le podcast, il y en a déjà pas mal qui se disent tiens, je pourrais contribuer comme ça, je pourrais aider de la sorte, ou je pourrais mettre en connexion. Enfin, c'est clairement dans des trucs comme ça que parfois on a l'étincelle. Et donc, écoute, on fait un appel à tous les auditeurs, à toute la communauté respecte, et même au sein des influacteurs, des influactrices qui ont leurs propres assos et qui ont leurs propres applications ou quoi. Il y a sûrement moyen de s'entraider. C'est ça aussi que j'aimerais bien créer, au fait, avec Respect. C'est que tous les influacteurs et les influactrices qui sont passés sur le podcast puissent aussi voir... une communauté alumni, quoi. Ouais, exactement. Je trouve que ça pourrait être très chouette. Écoute, on arrive à la fin. Donc, je vais te remercier. J'ai vraiment apprécié cet entretien et j'espère que... moi aussi, merci. Avec plaisir. Et j'espère que nos auditeurs l'apprécieront également. Donc, je te dis au revoir. Au revoir. Voilà. Et je dis au revoir à tous nos auditeurs. Merci pour votre fidélité. Et pensez à partager et regarder ce qu'il y a moyen de faire parce que c'est un projet qui mérite d'être soutenu. Donc, on compte sur vous. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.